Et si 3i Atlas ne transportait pas seulement de la glace et des roches? Et si, enfoui profondément dans sa structure vieille de 7,5 milliards d'années, protégée sous des mètres de croûte traitées par les radiations, une vie microbienne dormante survivait? Des bactéries? Des extrémophiles? Des organismes qui ont évolué dans un monde ancien d'un système stellaire qui n'existe plus, des organismes qui ont été éjectés dans l'espace interstellaire lorsque leur planète mère a été frappée par une catastrophe, des organismes qui ont dérivé à travers la galaxie pendant des milliards d'années en attendant des températures et des conditions chimiques favorables à leur réveil. Et si la panspermie, la théorie selon laquelle la vie se propage entre les systèmes stellaires via les comètes et les astéroïdes, n'était pas seulement une hypothèse? Et si 3i Atlas en était la preuve? La théorie de la panspermie a des racines anciennes. Le philosophe grec Anaxagore a proposé au siècle avant J.C. que des graines de vie existaient dans tout le cosmos. Svante Arrhenius a formalisé le concept en 1903, suggérant que les micro-organismes pouvaient être propulsés dans l'espace par la pression de radiation. Francis Crick et Leslie Orgel ont proposé la panspermie dirigée en 1973, l'idée que des civilisations avancées pourraient délibérément ensemencer des planètes avec de la vie. Les versions modernes de la théorie reconnaissent plusieurs mécanismes, la lithopanspermie, où des roches projetées d'une planète en percutent une autre, transportant ainsi de la vie latente, la panspermie interstellaire, où des comètes et des astéroïdes transportent des organismes entre les systèmes stellaires, et la panspermie moléculaire, où des molécules organiques complexes plutôt que des organismes complets se propagent dans l'espace et contribuent à l'abiogenèse sur des mondes propices. Les détracteurs affirment que la panspermie ne résout pas la question de l'origine de la vie, mais qu'elle ne fait que déplacer le problème ailleurs. Si la vie sur Terre vient de l'espace, d'où vient-elle à l'origine? C'est une critique légitime. Mais la panspermie ne prétend pas expliquer l'origine ultime de la vie. Elle affirme que la vie, une fois apparue quelque part, n'importe où dans la galaxie, peut se propager. Elle peut coloniser plusieurs mondes, elle peut persister à travers les échelles de temps cosmiques et les distances interstellaires. Et si cela est vrai, si la vie est un phénomène galactique plutôt que des accidents planétaires isolés, alors la découverte de la panspermie révolutionnerait la biologie, l'astronomie et notre compréhension de notre caractère commun ou rare. 3i Atlas offre une occasion sans précédent de tester la panspermie. Il s'agit d'un objet interstellaire dont l'origine extérieure à notre système solaire a été confirmée. Il est ancien, vieux de 7 milliards et demi d'années, ce qui lui a laissé un temps immense pour être exposé à toutes les conditions qui prévalaient dans son environnement de naissance. Il contient de la glace d'eau, confirmée par la détection spectroscopique de radicaux hydroxyles lorsque le chauffage solaire a commencé à sublimer les matériaux de surface. Il contient du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone dans des proportions inhabituelles, ce qui suggère un processus chimique sur des milliards d'années. Et il pourrait, enfoui suffisamment profondément pour éviter une stérilisation complète par le bombardement des rayons cosmiques, contenir du matériel biologique. La question est de savoir si quelque chose de biologique pourrait survivre 7 milliards et demi d'années dans l'espace interstellaire. L'environnement y est hostile, bien au-delà de tout ce que l'on peut rencontrer à la surface des planètes. La température oscille à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Les rayonnements sont incessants, rayons cosmiques, particules à haute énergie accélérées par les supernovas et les noyaux galactiques actifs, voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, transportant suffisamment d'énergie pour briser les liaisons moléculaires et fragmenter l'ADN. Aucune atmosphère ne fournit de protection, aucun champ magnétique ne dévie les particules, aucune couche d'ozone n'absorbe les ultraviolets, seulement une exposition incessante à toutes les formes de rayonnement produites par l'univers. Comment quelque chose de biologique pourrait-il survivre? La réponse pourrait être les extrémophiles, des organismes qui prospèrent dans des conditions mortelles pour la plupart des formes de vie. La Terre abrite des extrémophiles dans des environnements auparavant considérés comme stériles. Deinococcus radiodurans, surnommé Conan la bactérie, survit à des doses de rayonnement 28 000 fois supérieures à celles qui tuent les humains. Il y parvient grâce à des mécanismes sophistiqués de réparation de l'ADN et à des structures cellulaires qui empêchent le matériel génétique de se fragmenter lorsqu'il est irradié. Des expériences exposant Deinococcus radiodurans aux conditions spatiales à l'extérieur de la Station spatiale internationale ont montré que des colonies d'une épaisseur de 100 micromètres ont survécu pendant 3 ans. Les couches externes sont mortes, se sacrifiant pour protéger les cellules internes des rayons ultraviolets et de la dessiccation. Mais les cellules protégées sont restées viables.
Les chercheurs estiment que des colonies plus grandes, d'une épaisseur de millimètres ou de centimètres, pourraient survivre des millions d'années dans l'espace. Mais des millions, ce n'est pas des milliards. 7 milliards et demi d'années dépassent de plusieurs milliers de fois la durée de survie la plus longue démontrée expérimentalement. Aucun organisme testé n'a survécu à 1 million d'années d'exposition réelle à l'espace, et encore moins à des milliards d'années. Le flux de rayons cosmiques est implacable. Même au cœur d'une comète, les rayonnements pénètrent. Les particules alpha, les particules bêta, les rayons gamma finissent par atteindre n'importe quelle profondeur. La question est de savoir à quelle profondeur il faut se trouver et quelle masse doit vous protéger pour réduire les rayonnements à des niveaux compatibles avec une survie à long terme. Une étude publiée en 2022 a modélisé la pénétration des rayonnements dans les astéroïdes et les comètes. Les résultats suggèrent que les micro-organismes enfouis à 10 mètres ou plus à l'intérieur d'objets de plus de 100 mètres de diamètre pourraient potentiellement survivre pendant des dizaines de millions d'années. À 100 mètres de profondeur, entourés de glace ou de roches denses, les niveaux de rayonnement tombent à une fraction de ceux qui existent à la surface. Les rayons cosmiques pénètrent toujours, mais les taux de dommages diminuent considérablement. Les mécanismes de réparation de l'ADN, qui seraient submergés dans les conditions de surface, pourraient maintenir la viabilité en profondeur. Les processus métaboliques là pourraient s'arrêter complètement, entrant dans des états de cryptobiose où l'activité biologique cesse effectivement, empêchant l'accumulation de dommages métaboliques, tandis que les mécanismes de réparation s'activent périodiquement pour réparer les ruptures induites par les rayonnements. Une profondeur de 10 mètres n'est pas inaccessible. 3. iAtlas mesure environ 10 km de diamètre. C'est un volume suffisant pour que des micro-organismes puissent exister bien en dessous des couches superficielles irradiées détectées par le télescope spatial James Webb de la NASA. Si des organismes étaient présents dans la glace de la comète lors de sa formation il y a 7 milliards et demi d'années, s'ils occupaient des positions suffisamment profondes pour être protégés, s'ils possédaient des mécanismes de résistance aux radiations comparables à ceux de Deinococcus radiodurans, s'ils entraient dans des états cryptobiotiques qui suspendaient le temps biologique, ils pourraient survivre. Pas tous, probablement pas la plupart d'entre eux, mais une partie. Une partie de la population enfouie dans les endroits les plus protégés, exposée à un rayonnement suffisamment lent pour que les mécanismes de réparation puissent compenser les dommages cumulés. La chimie soutient cette possibilité. L'analyse spectroscopique de 3iAtlas pendant le périhélie a détecté du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'eau et des molécules organiques complexes. Le rapport monoxyde de carbone-eau dépassait de plusieurs centaines de pourcents celui des comètes typiques du système solaire. Ceci est significatif car le monoxyde de carbone est chimiquement réduit et facilement oxydé en dioxyde de carbone par les rayonnements. La découverte de niveaux élevés de monoxyde de carbone suggère soit que la comète s'est formée dans un environnement exceptionnellement riche en monoxyde de carbone, soit que la chimie interne continue à produire du monoxyde de carbone malgré des milliards d'années d'exposition. Les processus biologiques pourraient potentiellement maintenir ces ratios. Certains micro-organismes métabolisent des molécules contenant du carbone, produisant du monoxyde de carbone comme déchets ou produits intermédiaires. Si des extrémophiles dormants profondément enfouis dans 3iAtlas conservent une activité métabolique minimale suffisante pour traiter lentement la chimie de la glace environnante, ils pourraient générer les signatures anormales de monoxyde de carbone détectées par les astronomes. Plus provocateur encore, des simulations en laboratoire du bombardement de rayons cosmiques sur des mélanges de glace contenant des molécules organiques montrent que le rayonnement crée une chimie complexe. Des acides aminés se forment, des nucléobases apparaissent, des sucres se synthétisent à partir de précurseurs plus simples. La mission Rosetta vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko a détecté de la glycine, l'acide aminé le plus simple, dans des matériaux éjectés du noyau de la comète. La mission Stardust, qui a collecté des échantillons de la comète Wild 2, a trouvé des molécules organiques, y compris des fragments de protéines potentielles. Les comètes ne sont pas de la glace stérile. Ce sont des objets chimiquement complexes où la chimie prébiotique se produit naturellement grâce à des processus induits par les rayonnements. Mais la frontière entre la chimie prébiotique et la biologie proprement dite est subtile. Les molécules organiques complexes ne sont pas synonymes de vie.
mais elles sont les précurseurs de la vie, elles constituent la base de la vie. Et dans les environnements où ces molécules se concentrent, où de l'eau liquide peut exister temporairement pendant les périodes de réchauffement, où des sources d'énergie entraînent des réactions chimiques, la transition de la chimie à la biologie peut se produire. 3I Atlas a connu des périodes de réchauffement. Chaque fois qu'elle est passée près d'une étoile au cours de son voyage de 7 milliards et demi d'années, le rayonnement solaire a réchauffé les couches superficielles. La glace s'est sublimée. De l'eau liquide a pu se former temporairement à des profondeurs où la température et la pression le permettaient. Ce sont des moments habitables, de brèves périodes, mesurées en années ou en décennies par rencontres stellaires, pendant lesquelles les conditions à l'intérieur de la comète pouvaient favoriser l'activité biologique. Si des organismes dormants existèrent dans la glace, le réchauffement pouvait déclencher leur réactivation. Les processus métaboliques pouvaient reprendre. La reproduction pouvait avoir lieu. Les populations pouvaient se développer dans ces environnements temporairement liquides. Puis, à mesure que la comète s'éloignait de l'étoile, les températures baissaient à nouveau. La glace se recongelait, le liquide disparaissait, et les organismes retournaient en cryptobiose, dormants mais viables, attendant le prochain réchauffement, des millions d'années plus tard. Cela crée un scénario dans lequel la vie à bord de 3I Atlas n'est pas continuellement active, mais se réveille périodiquement. Des milliards d'années de dormance principalement gelée, ponctuées de brèves périodes d'activité métabolique. Chaque réveil représente une occasion pour la population de réparer les dommages causés par les rayonnements accumulés, de se reproduire et de remplacer les organismes morts pendant la dormance, de maintenir la diversité génétique par mutation et sélection. Au cours de milliards d'années et de milliers de rencontres stellaires potentielles, la biologie à l'intérieur de 3I Atlas pourrait évoluer. Elle pourrait s'adapter aux pressions uniques de l'existence interstellaire. Elle pourrait développer des mécanismes que nous n'avons jamais imaginés pour survivre à des conditions incompatibles avec la vie terrestre. Et voici l'implication profonde qui empêche les astrobiologistes de dormir la nuit. Si 3I Atlas transporte des organismes vivants, si la panspermie via les comètes interstellaires est réelle, alors la vie sur Terre pourrait ne pas avoir pris naissance ici. Toute notre biosphère, tous les organismes, des bactéries aux baleines bleues, tous les écosystèmes, des fosses océaniques au sommet des montagnes, pourraient descendre de microbes arrivés sur une comète interstellaire il y a des milliards d'années. Nous pourrions tous être des extraterrestres, des martiens ou des alphaciens, ou des descendants d'une biologie qui a évolué sur des mondes en orbite autour d'étoiles qui ont explosé bien avant que notre Soleil ne s'allume. L'analyse de l'ADN fait remonter toute la vie sur Terre à un dernier ancêtre commun universel qui a vécu il y a environ 3 500 à 4 milliards d'années. Mais que se passerait-il si cet ancêtre lui-même descendait d'organismes arrivés de l'espace? Et si la biosphère terrestre était une colonie, un avant-poste de la vie galactique antérieure à notre système solaire? Le timing correspond étrangement bien. La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années. Pendant les 700 premiers millions d'années, sa surface était en fusion ou bombardée par des astéroïdes et des comètes lors de ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Toute vie apparue pendant cette période aurait été stérilisée à plusieurs reprises par des impacts suffisamment énergétiques pour vaporiser les océans. Mais il y a 3,8 milliards d'années, les conditions se sont stabilisées. L'eau liquide recouvrait une grande partie de la surface. Les températures se sont modérées. La chimie a favorisé la formation de molécules organiques complexes. Et il y a environ 3,5 milliards d'années, les premiers fossiles sont apparus. Des stromatolites, des structures stratifiées créées par des bactéries photosynthétiques, ont été préservées dans des roches anciennes en Australie et au Groenland. La vie, non seulement présente mais suffisamment sophistiquée pour permettre la photosynthèse, suffisamment abondante pour laisser des traces géologiques, est apparue seulement 300 millions d'années après la stabilisation des conditions. C'est rapide, peut-être trop rapide. La biogenèse, le processus par lequel la chimie non vivante devient biologie vivante, implique plusieurs étapes improbables. Il faut que des molécules organiques complexes se forment. Il faut que ces molécules s'organisent en systèmes autoréplicatifs. Il faut que ces systèmes développent des voies métaboliques pour extraire l'énergie de l'environnement. Il faut que des structures cellulaires apparaissent pour séparer l'intérieur de l'extérieur, créant des espaces délimités où une chimie complexe peut se produire sans se dissiper dans l'environnement. Il faut des systèmes de stockage d'informations tels que l'ADN ou l'ARN, capables de coder les instructions nécessaires à la construction de la machinerie cellulaire et de transmettre ces instructions à la descendance.
Chaque étape est difficile. Chacune a une faible probabilité. Les enchaîner rapidement en quelques centaines de millions d'années semble statistiquement improbable. Mais si la vie n'est pas apparue sur Terre, si elle est arrivée de l'espace après avoir déjà franchi ces étapes difficiles, alors la chronologie prend tout son sens. La vie aurait pu apparaître des milliards d'années plus tôt, sur des planètes plus anciennes, autour d'étoiles plus anciennes. Des organismes auraient pu être projetés dans l'espace par des impacts d'astéroïdes, des collisions de comètes ou même par un ensemencement délibéré par des civilisations avancées. Ces organismes auraient pu voyager à travers la galaxie pendant des milliards d'années à bord de comètes et d'astéroïdes. Une partie d'entre eux aurait survécu malgré l'environnement hostile. Et lorsque la Terre est finalement devenue habitable, des comètes transportant des formes de vie dormantes se seraient écrasées dans nos jeunes océans, déposant leur cargaison biologique dans des environnements où elles auraient pu se réveiller et proliférer. Il ne s'agit pas d'abiogenèse sur Terre, mais d'immigration, de colonisation, de la propagation de la vie galactique qui atteint notre monde et y prend racine. Cela résout l'une des plus grandes énigmes de l'astrobiologie. Pourquoi la vie sur Terre est apparue si rapidement après la stabilisation des conditions ? Cela explique également certaines particularités de la biochimie terrestre. Tous les organismes terrestres utilisent le même code génétique, les mêmes acides aminés principalement gauchers, les mêmes sucres principalement droitiers. Cette uniformité suggère une origine unique, mais c'est une uniformité étonnamment arbitraire. De nombreux acides aminés existent en version gauche et droitier. La chimie ne privilégie pas l'une par rapport à l'autre. Pourtant, la biologie terrestre utilise exclusivement des acides aminés gauchers, à de rares exceptions près. Pourquoi ? Si la vie était apparue indépendamment sur Terre par des processus aléatoires, on s'attendrait à plus de diversité. On s'attendrait à ce que certains organismes utilisent des acides aminés différents, des codes génétiques différents, des stratégies biochimiques différentes. Le fait que tout partage la même biochimie profonde suggère que toute vie descend d'une seule population ancestrale. Une population qui pourrait être arrivée de l'espace plutôt que d'être originaire d'ici. Pour tester cette hypothèse, il faut détecter la vie ou des traces de vie sur des objets interstellaires. C'est là que 3I Atlas devient essentiel. Si nous pouvons prélever des échantillons de cette comète, si nous pouvons analyser la glace provenant des profondeurs de sa structure où les dommages causés par les rayonnements sont minimes, nous pourrions trouver des signatures biologiques, des molécules organiques complexes dans des configurations incompatibles avec la chimie abiotique, des acides aminés dans des proportions suggérant une sélection biologique, des nucléobases dans des séquences qui ressemblent à de l'information génétique ou, dans le scénario le plus spectaculaire, des cellules intactes, des bactéries dormantes, gelées mais viables, des organismes qui ont voyagé entre les systèmes stellaires et qui pourraient potentiellement se réveiller s'ils étaient exposés à la chaleur et à l'eau liquide. Plusieurs missions proposées rendraient cela possible. La plus simple consiste à positionner un vaisseau spatial pour collecter des particules lorsque 3I Atlas libérera des matériaux lors de son approche la plus proche. Lorsque la comète passera près de la Terre en décembre 2025, le chauffage solaire continuera à sublimer la glace et à libérer des particules de poussière. Une partie de cette poussière traversera l'orbite terrestre. Les vaisseaux spatiaux positionnés sur la trajectoire du flux de débris pourraient collecter des échantillons à l'aide de collecteurs d'aérogel similaires à ceux utilisés lors de la mission Stardust qui a capturé des particules de la comète Wild 2. L'analyse se concentrerait sur la recherche de molécules organiques, d'acides aminés et de biosignatures potentielles. Il s'agit d'une mission à faible risque, relativement peu coûteuse et techniquement réalisable avec la technologie existante. Plusieurs nations pourraient lancer des vaisseaux spatiaux collecteurs en quelques mois si le financement se concrétisait. Des propositions plus ambitieuses prévoient le retour direct d'échantillons. Un vaisseau spatial serait lancé entre 2029 et 2030, accélérerait pour atteindre la vitesse de 3I Atlas, quelque part au-delà de l'orbite de Jupiter, s'approcherait de la comète, atterrirait à sa surface ou planerait à proximité, collecterait des échantillons sous la croûte traitée par rayonnement, puis reviendrait sur Terre. Cette mission serait coûteuse, techniquement difficile et nécessiterait environ 5 à 8 ans entre le lancement et le retour des échantillons. Mais les retombées scientifiques seraient énormes, des matériaux frais provenant des profondeurs où les signatures biologiques seraient mieux préservées, des échantillons collectés dans des conditions contrôlées plutôt que récupérés à partir de particules aléatoires. La possibilité de sélectionner les sites d'échantillonnage en fonction des observations effectuées pendant la phase d'approche.
Cela représente la meilleure chance pour l'humanité de répondre définitivement à la question de savoir si les comètes interstellaires transportent la vie. L'agence spatiale japonaise JAXA possède l'expertise acquise lors de ses missions Hayabusa et Hayabusa 2 qui ont permis de ramener des échantillons d'astéroïdes. La NASA a l'expérience de Stardust et de la prochaine mission Comet Interceptor. L'agence spatiale européenne prévoit ses propres concepts de retour d'échantillons de comètes. Le programme spatial chinois a manifesté son intérêt pour l'exploration des objets interstellaires. Si des partenariats internationaux se formaient et si les ressources étaient mises en commun, une mission de retour d'échantillons 3I Atlas pourrait devenir réalité au cours de la prochaine décennie. La volonté politique dépendra des résultats des observations de décembre. Si l'objet présente des caractéristiques suggérant la présence plausible d'une cargaison biologique, le financement se concrétisera. S'il s'avère être de la glace et de la roche ordinaire, bien que peu commune, l'enthousiasme s'estompera. Mais voici une possibilité troublante dont personne ne parle ouvertement. Et si 3I Atlas ne transportait pas seulement des microbes dormants? Et s'il transportait des organismes biologiques actifs? Et si les organismes à l'intérieur de la comète ne se contentaient pas de survivre, mais métabolisaient, se reproduisaient et évoluaient? Et si le réchauffement pendant le périhélie avait déclenché une réactivation et que des populations se développaient actuellement à l'intérieur de la comète, consommant les nutriments disponibles, produisant des déchets et modifiant la chimie interne d'une manière qui affecte le comportement de dégazage de la comète? Cela expliquerait certaines anomalies, l'éclaircissement explosif qui a dépassé les prévisions, les rapports inhabituels entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, la poussière manquante qui devrait accompagner la libération de vapeur d'eau. Si des processus biologiques se produisent à l'intérieur de 3I Atlas, ils créeraient des signatures que nous n'avons pas prises en compte, car nous n'avons jamais observé de biologie active dans des objets interstellaires. Et si la biologie est active, si les populations se développent, alors les particules libérées lors de l'approche la plus proche ne sont pas seulement de la poussière et de la glace, ce sont potentiellement des organismes viables éjectés dans l'espace. Certains dériveront indéfiniment dans le système solaire, d'autres brûleront dans le Soleil. Mais certains, statistiquement inévitablement, rencontreront l'atmosphère terrestre. La plupart seront incinérés lors de leur entrée. Mais les études sur l'ablation des météores montrent que des fragments de particules plus grosses peuvent survivre au passage dans l'atmosphère et atteindre la surface. Si une infime fraction seulement du matériel biologique libéré par 3I Atlas atteint la Terre intacte, nous menons actuellement une expérience de panspermie incontrôlée. Nous sommes potentiellement colonisés par des organismes provenant d'un autre système stellaire. Des organismes qui ont évolué dans des environnements complètement différents, qui pourraient être porteurs d'une biochimie incompatible ou concurrente avec la vie sur Terre. Les protocoles de protection planétaire existent précisément pour éviter ce scénario. Lorsque les sondes spatiales reviennent de Mars ou d'autres mondes potentiellement habitables, elles sont soumises à des procédures strictes de quarantaine et de stérilisation. Les échantillons sont manipulés dans des installations de biosécurité, dans des conditions de confinement qui empêchent toute contamination biologique de la biosphère terrestre. Mais ces protocoles supposent que nous contrôlons la situation. Ils supposent que les échantillons arrivent dans des sondes spatiales que nous avons conçues au moment où nous le choisissons, dans les quantités que nous spécifions. 3I Atlas présente le scénario inverse. Nous n'avons aucun contrôle. La comète libérera des matières selon des principes physiques, chimiques et potentiellement biologiques que nous ne comprenons pas. Ces matières se répandront dans le système solaire en suivant les lois de la mécanique orbitale. Certaines atteindront la Terre. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous ne pouvons que surveiller et espérer que tout ce qui arrivera sera soit mort à cause de l'exposition aux radiations, soit si chimiquement différent de la biochimie terrestre qu'il ne pourra pas fonctionner dans les environnements terrestres. La probabilité que des organismes provenant de 3I Atlas puissent coloniser la Terre avec succès est inconnue. Nous n'avons aucun exemple à étudier, aucune expérience à laquelle nous référer. Les astrobiologistes supposent généralement que la vie provenant de différents systèmes stellaires serait chimiquement incompatible. Même si la vie terrestre et la vie hypothétique d'Atlas utilisent toutes deux l'ADN ou des molécules similaires à l'ADN pour le stockage génétique, la biochimie spécifique, les protéines et les voies métaboliques diffèrent probablement suffisamment pour rendre impossible toute concurrence directe. Les bactéries terrestres ne peuvent pas manger de plastique car elles ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour briser ces liaisons chimiques particulières. De même, les organismes provenant de 3I Atlas
pourraient arriver sur Terre et se retrouver dans un environnement chimique où rien de ce qu'ils peuvent métaboliser n'existe. Ils mourraient de faim malgré l'abondance qui les entoure, incapables de rivaliser avec les organismes indigènes optimisés par des milliards d'années d'évolution terrestre. Mais peut-être pas. Peut-être que certaines stratégies biochimiques sont universelles. Peut-être que toute forme de vie, où qu'elle se trouve, utilise des molécules de base similaires parce que ces molécules sont les plus efficaces pour stocker des informations, catalyser des réactions ou construire des structures cellulaires. Peut-être que les organismes ont évolué pour s'adapter à des environnements extrêmes, pour survivre pendant des milliards d'années dans l'espace interstellaire, pour prospérer grâce à la chimie qui existe à l'intérieur des comètes. Peut-être que ces organismes sont suffisamment adaptables pour fonctionner sur Terre. Peut-être pourraient-ils trouver des niches. Des environnements extrêmes où les organismes terrestres indigènes ont du mal à survivre. Des aquifères souterrains profonds, des lacs très acides ou alcalins, des cheminées thermales où la chimie diffère des conditions de surface, des endroits où la biochimie extraterrestre pourrait fonctionner malgré son caractère étranger à cette planète. Et voici le scénario le plus provocateur. Et si cela s'était déjà produit? Et si la panspermie ne s'était pas produite une seule fois il y a 4 milliards d'années, mais se produisait continuellement? Et si la biosphère terrestre avait accueilli des immigrants de l'espace interstellaire tout au long de son histoire? La plupart des organismes qui arrivent meurent. Mais parfois, certains survivent. Parfois, la chimie est suffisamment similaire pour que l'immigrant puisse fonctionner. Il rejoint les écosystèmes terrestres, il entre en compétition ou coopère avec les espèces indigènes. Il contribue à la diversité génétique par le biais de mécanismes de transfert horizontal que les bactéries utilisent couramment. La diversité génétique de la Terre n'est pas purement terrestre. C'est un melting pot cosmique, un mélange de lignées provenant de multiples mondes dispersés à travers la galaxie. Cette possibilité transformerait fondamentalement la biologie. Les arbres évolutifs devraient être réécrits. L'ancêtre commun ne serait pas purement terrestre. Les frontières entre la vie terrestre et la vie extraterrestre s'estomperaient. Nous pourrions découvrir que certaines lignées de notre biosphère présentent des marqueurs génétiques incompatibles avec une évolution purement terrestre. Transfert génétique horizontal à partir d'organismes arrivant déposant de l'ADN étranger dans les populations indigènes. Métabolismes hybrides combinant des stratégies biochimiques terrestres et extraterrestres. Une biosphère véritablement cosmopolite, façonnée autant par l'immigration que par l'adaptation locale. Certains chercheurs affirment que nous devrions déjà rechercher cela. Ne pas attendre les échantillons 3i Atlas, mais examiner la biodiversité existante de la Terre à la recherche de signes d'ascendance extraterrestre. Séquençage approfondi des extrémophiles provenant d'environnements où les immigrants pourraient survivre. Analyse des organismes qui occupent des niches apparemment trop hostiles pour que la vie y ait évolué de manière indépendante. Recherche de séquences génétiques qui ne correspondent pas à l'arbre phylogénétique standard, qui semblent isolées et anciennes sans ancêtres terrestres clairs. Si la panspermie est en cours, des preuves pourraient déjà exister dans le génome terrestre attendant d'être reconnues. Le défi consiste à distinguer les signatures extraterrestres authentiques de l'évolution terrestre simplement étrange. La vie est extraordinairement diversifiée. Les organismes terrestres se sont adaptés à des environnements apparemment impossibles grâce à la sélection naturelle agissant sur des mutations aléatoires pendant des milliards d'années. Ce n'est pas parce qu'une chose semble extraterrestre qu'elle l'est nécessairement. Il peut simplement s'agir d'une forme de vie hautement spécialisée pour des conditions extrêmes. Prouver l'origine extraterrestre nécessite plus qu'une simple anomalie biochimique. Il faut démontrer une incompatibilité avec l'évolution terrestre, des séquences qui n'auraient pas pu apparaître par le biais des processus mutationnels connus, des métabolismes qui ne sont liés à aucune autre lignée terrestre. La barre est haute, peut-être même impossible à atteindre si la panspermie s'est produite il y a des milliards d'années et que les lignées immigrées se sont depuis largement hybridées avec la vie indigène. 3i Atlas offre quelque chose d'unique, un organisme source potentielle. Si nous prélevons un échantillon de la comète et trouvons du matériel biologique, nous pouvons comparer sa biochimie directement à celle de la vie terrestre. S'il existe des correspondances, si les séquences génétiques présentent une homologie, cela confirmerait la panspermie. Si la comète transporte des organismes utilisant le même code génétique, les mêmes acides aminés, des voies métaboliques similaires, cela suggérerait une ascendance commune. La vie terrestre et la vie cométaire descendent toutes deux d'une biosphère galactique antérieure à notre système solaire.
Il ne s'agit pas d'une vie extraterrestre au sens où elle serait complètement étrangère, mais plutôt de lignées cousines séparées par des milliards d'années et des millions d'années-lumière d'espace. A l'inverse, si la biologie des comètes diffère fondamentalement de la biologie terrestre, cela serait tout aussi significatif. Cela prouverait que la vie est apparue indépendamment au moins 2 fois dans la galaxie. Cela démontrerait que la chimie peut s'organiser en système biologique par de multiples voies, et pas seulement par l'architecture ADN-protéines-lipides utilisée sur Terre. Cela suggérerait que la vie est courante, que l'univers regorge de biologies diverses, chacune adaptée à son environnement chimique local. Cela révolutionnerait l'astrobiologie et fournirait des modèles pour la recherche de vie ailleurs. Si la biologie n'est pas limitée au choix chimique de la Terre, les paramètres d'habitabilité s'élargissent considérablement. Mais nous avons besoin d'échantillons. Nous avons besoin de matériel provenant de 3I Atlas, analysé en laboratoire à l'aide de techniques bien plus sophistiquées que ne le permet la spectroscopie à distance. La spectrométrie de masse pour identifier des compositions moléculaires spécifiques. Les technologies de séquençage si des acides nucléiques existent. La microscopie pour obtenir des images des structures cellulaires si des cellules sont présentes. Des tentatives de culture pour déterminer si des organismes dormants peuvent être réactivés. La protéomique pour caractériser les protéines ou leurs équivalents. Tous les outils développés par la biologie moléculaire et la biochimie pour étudier la vie sur Terre sont appliqués à des matériaux provenant d'un objet vieux de 7 milliards et demi d'années. Les questions éthiques sont stupéfiantes. Si des organismes viables existent dans les échantillons provenant de 3I Atlas, que faisons-nous d'eux? Les garder confinés empêche la contamination de la biosphère terrestre. Mais cela empêche également toute étude approfondie. On ne peut pas comprendre la biologie sans observer son fonctionnement dans les systèmes vivants. On ne peut pas déterminer les rôles écologiques, les stratégies de reproduction et les capacités métaboliques à partir de spécimens morts ou congelés. Les données scientifiques les plus précieuses proviennent de l'observation des organismes vivants, de leur croissance et de leurs interactions avec leur environnement et entre eux. Cela nécessite de les libérer, au moins dans des conditions de laboratoire contrôlées. Et toute libération comporte des risques. Les protocoles de biosécurité élaborés pour la manipulation des agents pathogènes terrestres supposent certaines caractéristiques. Ils supposent que les organismes utilisent une biochimie similaire à celle des formes de vie connues, ce qui signifie que nous pouvons prédire leurs besoins métaboliques, leurs conditions de croissance et leur infectiosité potentielle. Mais les organismes de 3I Atlas pourraient ne pas correspondre à ces hypothèses. Ils pourraient métaboliser des substances que nous ne reconnaissons pas comme des nutriments. Ils pourraient tolérer des conditions que nous supposons stérilisantes. Ils pourraient interagir avec les organismes terrestres de manière totalement inattendue. Il n'existe pas encore de manuel pour les étudier en toute sécurité, car nous n'avons jamais été confrontés à cette situation auparavant. Des accords internationaux seront nécessaires. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique exige que les échantillons ramenés de l'espace soient manipulés de manière à éviter toute contamination nocive de la Terre. Mais ce traité date de 1967, époque à laquelle la biologie extraterrestre était encore théorique. Il ne prévoit pas de protocole spécifique pour la manipulation de formes de vie extraterrestres confirmées. De nouveaux cadres doivent être élaborés. Une coordination internationale est nécessaire pour garantir que tous les pays disposant de capacités d'analyse des échantillons respectent des normes de sécurité compatibles. La transparence dans le partage des données est essentielle pour que les découvertes profitent à l'humanité tout entière plutôt que d'être accaparées au profit d'un pays. Des directives éthiques doivent être élaborées pour répondre aux questions relatives aux droits et au traitement des organismes qui ont évolué indépendamment de la vie terrestre. Les communautés religieuses et philosophiques devront également s'impliquer. Les grandes traditions théologiques ont généralement conclu que la vie extraterrestre ne remettait pas fondamentalement en cause leur cadre de référence. La plupart des religions peuvent accepter l'existence d'autres êtres créés par la même réalité ultime ou le même principe divin. Mais la panspermie soulève des questions différentes. Si la vie terrestre n'est pas unique, si nous sommes littéralement apparentés à des organismes provenant d'autres étoiles, cela affecte la compréhension de l'unicité humaine, les récits de la création, la relation entre l'existence physique et spirituelle. Ce ne sont pas des questions scientifiques, mais ce sont des questions auxquelles les sociétés seront confrontées si la panspermie est confirmée. La communication publique sera essentielle. Si les échantillons 3I Atlas contiennent des biosignatures ou des organismes viables, cette découverte devra être annoncée avec prudence. La transparence, et non le secret, sert mieux la science et la société.
Mais il ne faut pas non plus verser dans le sensationnalisme. La vérité est suffisamment extraordinaire sans qu'il soit nécessaire de l'embellir. Il faudra expliquer clairement ce qui a été découvert, ce que cela signifie, quelles incertitudes subsistent et quels seront les axes de recherche futurs. Il faudra souligner qu'il s'agit d'une découverte et non d'une menace. Il faut expliquer que la compréhension des origines et de la distribution de la vie dans la galaxie représente une connaissance que l'humanité recherche depuis des millénaires. Il faut expliquer que nous prenons les précautions de sécurité appropriées tout en poursuivant nos recherches scientifiques. Il faut expliquer que cela change notre compréhension, mais ne change pas qui nous sommes, ni notre place dans l'univers, si ce n'est pour montrer que cette place est plus liée à la galaxie que nous ne le pensions. Décembre 2025 est la période d'observation. C'est le moment où 3i Atlas passera le plus près de la Terre et où la collecte optimale de données sera possible. Les télescopes terrestres du monde entier suivront l'activité de la comète. Les observations spectroscopiques caractériseront la composition des gaz émis, la surveillance photométrique documentera les changements de luminosité pouvant indiquer des taux de sublimation variables. Les instruments spatiaux, en particulier le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble, captureront des images détaillées révélant des caractéristiques structurelles invisibles depuis le sol. Les radiotélescopes rechercheront les signaux potentiellement générés par l'activité électrique dans la chevelure de la comète. Certains télescopes rechercheront spécifiquement des marqueurs biologiques. Certaines molécules organiques absorbent la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques. Si des acides aminés complexes, des bases nucléiques ou d'autres biomolécules existent dans les matériaux éjectés par 3i Atlas, la spectroscopie devrait détecter leur signature. Le défi consiste à distinguer les composés organiques biologiques des composés organiques abiotiques. De nombreuses molécules organiques se forment naturellement par chimie radiative dans l'espace. Mais les composés organiques biologiques présentent souvent une chiralité spécifique, des acides aminés lévogyres ou des sucres dextrogyres que les processus abiotiques produisent en mélanges égaux. La détection d'une forte préférence chirale dans les matériaux éjectés serait une preuve convaincante de l'origine biologique. La polarimétrie offre une autre méthode de détection. Les structures biologiques, les cellules, les membranes, les protéines ont souvent des géométries organisées qui polarisent la lumière de manière distinctive. Si les particules présentes dans la comète 3i Atlas présentent des signatures de polarisation incompatibles avec la poussière aléatoire mais compatibles avec des structures cellulaires organisées, cela suggérerait une origine biologique. Cette technique a été proposée pour détecter la vie dans les atmosphères des exoplanètes. Son application aux comètes interstellaires est plus récente, mais techniquement faisable. Le test ultime nécessite le retour d'échantillons. La détection à distance fournit des indices, des suggestions, des possibilités intrigantes. Mais une confirmation définitive exige une analyse pratique en laboratoire. Plusieurs agences spatiales étudient actuellement des concepts de mission. Des opportunités de lancement existent entre la fin des années 2020 et le début des années 2030. La durée du vol serait de 5 à 8 ans, selon les choix de trajectoire et les systèmes de propulsion. Le retour des échantillons aurait lieu au milieu des années 2030. C'est dans une dizaine d'années. Une longue attente, mais potentiellement la mission scientifique la plus importante que l'humanité ait jamais tentée. Car si la panspermie est réelle, si 3i Atlas transporte des organismes vivants liés à la vie terrestre ou une biologie extraterrestre ayant évolué indépendamment, tout change. Notre compréhension de l'origine et de la distribution de la vie serait complètement bouleversée. L'astrobiologie ne serait plus une science théorique, mais une science appliquée étudiant des échantillons réels de vie extraterrestre. La recherche de vie sur Mars, Europe et Encelade prendrait un nouveau caractère d'urgence, car ces mondes pourraient abriter non pas une biologie issue de la Terre, mais une vie indigène indépendante. Et la question ne serait plus « sommes-nous seuls ?», mais « dans quelle mesure la vie est-elle interconnectée à travers la galaxie ?» De l'isolement à la parenté, de l'origine singulière à la famille cosmique, 7 milliards et demi d'années de voyage, des milliers de systèmes stellaires traversés, peut-être des dizaines de mondes ensemencés d'une biologie dormante attendant des conditions propices pour se réveiller. 3i Atlas n'est pas seulement un explorateur, mais aussi un jardinier. Pas seulement un observateur, mais aussi un colonisateur. Il répand la vie à travers la galaxie, non pas par intention délibérée, mais grâce à la physique et à la chimie et à la résilience surprenante de la biologie lorsqu'elle dispose de suffisamment de temps et de protection. Et maintenant, elle est là.
Elles s'approchent de notre monde, transportant peut-être des parents dont nous ignorions l'existence. Des organismes qui partagent notre ascendance galactique, même s'ils ont été séparés par des milliards d'années d'évolution indépendante. Les observations de décembre commencent à répondre à ces questions. Les missions de retour d'échantillons complètent l'enquête. Et l'humanité apprend si nous sommes vraiment des terriens ou si nous sommes les citoyens d'une communauté biologique s'étendant sur toute la Voie lactée.